Nicolas, tout simplement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc je suis Nicolas Luneven, j'ai 41 ans, originaire de Vannes, en Bretagne, euh, navigateur depuis pas mal d'années maintenant. J'ai fait du Figaro pendant quasiment 10 ans. J'ai fait ensuite de l'IMOCA et aussi du Volvo 65, ou plutôt même du Volvo 65 et de l'IMOCA. Donc quelques participations à la Volvo Ocean Race, des Transat Jacques Vabre, et puis depuis un an, skipper de Holcim PRB, donc pour participer au Vendée Globe 2024. Et alors raconte-nous, parce que toi tu nais dans une famille de navigateurs et la course au large fait partie de ton quotidien, j'ai envie de dire, dès le début de ta vie en fait, parce que et ton papa et ton oncle sont des coureurs au large, et donc bah, tu as grandi sur les pontons finalement. Oui, c'est vrai, effectivement, je suis né dans une famille de navigateurs. Mon papa a beaucoup navigué, ses frères et sœurs naviguaient également, mes grands-parents naviguaient, aujourd'hui mes cousins naviguent aussi beaucoup, donc c'est vrai que chez nous, tout le monde fait du bateau. Et effectivement, mon papa a participé à la première Whitbread, la première course autour du monde. Il a aussi participé à la course de l'Aurore, qui est l'ancien nom de la solitaire du Figaro. Donc, même si moi, à cette époque-là, j'étais pas né, c'est quand même un univers dans lequel j'ai un petit peu baigné. Et puis, oui, voilà, mes parents, et surtout mon père, m'a transmis sa passion de la voile, de la mer, des bateaux. Donc voilà, après, c'est pas une voie dans laquelle mes parents m'ont poussé. Plutôt même au contraire. Ma mère aurait rêvé que je devienne expert comptable. Donc j'ai un peu désobéi là-dessus. Et puis j'ai essayé d'insister un peu plus vers la voile. Et puis bah, surtout entre la période où mon père a beaucoup couru, donc c'était dans les années 70, et puis la période où moi j'ai commencé, j'ai envie de dire presque fin des années 2000, bah c'est, le milieu de la voile a énormément progressé, changé, les courses, les bateaux, la professionnalisation du milieu. Donc c'est vrai que c'était un univers qui a énormément et qui continue toujours à beaucoup évoluer. Mais pour toi ça a été finalement assez rapidement un objectif, c'était de devenir coureur au large. Euh, j'ai pas, je peux pas dire. J'étais passionné. Quand j'étais gamin, j'avais des posters de Loïc Perron, de Laurent Bourgnon au-dessus de mon lit dans ma chambre. Mais, mais je peux pas dire que c'était un objectif ultime quand j'avais 12 ans d'être coureur au large et de participer au Vendée Globe. C'est venu petit à petit. J'ai quand même suivi donc un cursus universitaire tout à fait classique, hein. J'ai fait des études de gestion, administration, comptabilité, donc rien à voir avec la voile, dans le but d'être expert comptable. Et, et à cette époque-là, je naviguais beaucoup sur le Tour de France à la voile, qui a été pour moi euh, une école de la course au large. Alors, petite course au large, parce que sur le Tour de France à la voile, à l'époque, dans les années 2000, on passait pas 3 semaines en mer, mais on passait une nuit, voire deux, surtout essentiellement une nuit en mer, ou en tout cas des longues journées ou des nuits en mer, mais avec de la régate de très haut niveau au contact. Donc là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur cette régate-là. Et en 2005, j'ai participé à la sélection Crédit Agricole Espoir, qui était organisée par le pôle Finistère Course au Large, qui a évolué de nom et qui existe toujours, mais sous l'appellation Crédit Mutuel de Bretagne. Euh, et là, ça a été un déclic. Ça a vraiment été un déclic parce que c'était ma première expérience en Figaro, Figaro 2 à l'époque. Première vraie expérience en solo sur un bateau de régate et en contexte de régate. J'avais piqué le bateau de mes parents tout seul pour aller faire des ronds dans l'eau, mais c'était pas dans un contexte de régate avec une préparation, avec un objectif de régate derrière. Et là, je me retrouve dans ce contexte-là, et là, j'ai vraiment un déclic. Donc, je participe à cette sélection que je ne gagne pas, qui est gagnée par un certain Christopher Pratt, qui est mon skipper remplaçant là sur le Vendée Globe. Mais même si je gagne pas, je me souviens parce que ça a été la sélection a été la finale a été quand même assez serrée, et au retour au port sur le ponton, il y a donc les gens qui étaient là évidemment pour féliciter Christopher et qui commencent à avoir un petit mot sympathique, un peu réconfortant
envers moi qui n'avais pas gagné. Et en fait, moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, j'étais tellement heureux de la semaine que j'avais que j'avais passé à faire cette finale, à faire toutes ces régates en solo. C'était une telle découverte et un tel bonheur pour moi que j'étais finalement pas déçu de ne pas avoir gagné. J'étais tellement content de m'être éclaté pendant une semaine à faire ça. Donc voilà, là, ça a quand même été un peu un pivot un peu où là, je me suis dit, ah oui, tiens, quand même là, le solitaire, le Figaro, c'est un truc que évidemment que je suivais. Mais là, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé à ce moment-là. Et là, ça a commencé à cogiter, de me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour participer à la solitaire du Figaro. Et Et avant ça, à quel moment le Vendée Globe rentre dans ton spectre comme amateur de voile, de course au large? Quel souvenir tu as des premières éditions? C'est la 10e édition cette année. Est-ce que le petit Nicolas Luneven a suivi 89, la terrible édition de 95? Est-ce que tu gardes des souvenirs de ces premières éditions? ouais, moi, les premiers souvenirs du Vendée Globe, c'est ici au Sable en 89. J'étais venu avec mon papa sur les pontons. On avait fait les pontons, donc il y avait moins de monde à l'époque. Il y avait quand même du monde, mais moins de monde. On pouvait monter sur le bateau. Je me souviens, on avait visité le bateau de Loïc Perron, l'Adapoc. Euh, j'avais 7 ans ou 8 ans, donc évidemment avec des yeux d'enfant émerveillés. J'avais suivi la course, et en plus d'ailleurs on en reparlait aujourd'hui avec Christopher sur le bateau, de la... Parce que Loïc Perron, il avait fait ensuite, à l'époque c'était une cassette vidéo qui racontait son Vendée Globe avec les vidéos qu'il avait fait pendant la course et tout, qui est extraordinaire, parce qu'avec les moyens de l'époque, et avec ce qui était la voile à l'époque et la manière dont on en parlait, c'est vrai que j'ai des souvenirs de cette vidéo que j'ai dû regarder 200 fois, comme Christopher, on en parlait encore aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué. Je me souviens le sauvetage quand Loïc va dans les mers du Sud à la rencontre de Philippe Poupon qui s'est retourné avec son bateau, enfin qui s'est couché avec son bateau et le bateau reste couché sur l'eau et qui l'aide à remettre le bateau à l'endroit et tout. Enfin, c'est quand même assez incroyable toutes ces histoires-là. Donc il y avait effectivement le Vendée Globe, mais comme tu le disais, en tant que passionné, comme beaucoup de gens se passionnent pour le Vendée Globe, sans jamais s'imaginer pouvoir y participer. Donc à l'époque, voilà, j'étais passionné par le Vendée Globe, mais c'est vrai que la participation au Vendée Globe n'était pas une question à laquelle je m'étais posé, en fait, tout simplement, parce que à l'époque, évidemment, trop jeune, et puis, comme je te le disais, après, le déclic est quand même venu par le Figaro. Avant d'avoir cette envie de Vendée Globe, le déclic, ça a d'abord été sur le Figaro, quoi. Où là, j'ai découvert ce truc et je me suis dit, c'est pour moi. Je savais pas si c'était pour moi ou pas, mais en tout cas, j'avais envie d'explorer ce que c'était que le Figaro, quoi. Alors le Figaro, tu vas en faire pas mal, tu vas en gagner 2, ça se passe bien, tu deviens un skipper recherché, on fait appel à toi pour plein de navigations, tu l'as dit, en Volvo notamment, mais pas que, en IMOCA aussi. À quel moment, justement, cette bascule de le Vendée Globe, je suis parce que je suis un amateur de course au large, à quel moment tu réalises que ça pourrait être un avenir possible? Je pense que c'est autour de 2013-2014 où là je commence à me dire que le Vendée Globe, j'aimerais bien aller voir ce que c'est. Ou déjà au moins l'IMOCA et puis le Vendée Globe. Il se trouve qu'en 2014, je participe à ma première Volvo Ocean Race. En 2015, je participe à la Transat Jacques Vabre. Et puis après, c'est vrai que après j'ai refait 2 années de Figaro, 2016-2017. Et puis après, c'est vrai que après ces 2 années de Figaro, à partir de 2018, je me suis retrouvé à naviguer que soit en IMOCA, soit en Volvo 65. En parallèle, j'avais aussi commencé dans ces années-là à faire du routage météo, donc en étant à terre, mais en faisant de la préparation météo pour des coureurs, des groupes de coureurs, voire même pour faire du routage en direct avec des bateaux, parce que c'est autorisé dans certaines catégories, notamment les ultimes. Donc
c'est vrai que tout ça, ça m'a quand même beaucoup orienté vers forcément des bateaux plus gros et destinés à faire des tours du monde, quoi, que ce soit les Volvo 65, les IMOCA ou les Ultimes. Donc tout de suite, j'ai envie de dire que l'entonnoir s'est un peu resserré autour de cette histoire de tour du monde et donc de Vendée Globe. Et alors, toi, tu t'attends à quoi? Parce que c'est ton premier Vendée Globe, mais à la fois, tu connais déjà les mers du Sud, tu y as déjà pas mal navigué, en équipage souvent, jamais en solo. Tu t'attends à quoi pour ce premier Vendée Globe? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te fait vibrer là sur l'excitation de ces derniers moments avant la course? À quoi t'attends-tu? Bon, je m'attends quand même beaucoup à une aventure. Je pense que euh, c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps des courses en IMOCA qui sont jouées à couteau très très serré, avec souvent des finishes à pas grand-chose, avec un plateau conséquent, avec beaucoup de prétendants à la victoire sur la ligne de départ, avec du coup des courses très serrées, avec pas mal de rebondissements. Euh, je, je pense que le Vendée Globe, ça va quand même être sur un rythme un petit peu différent, un peu plus en souplesse, parce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur de finir le Vendée Globe. C'est vrai que j'imagine qu'il y a certains concurrents qui ont déjà fini un, deux, voire trois Vendée Globe, qui se présentent avec des super bateaux, avec une super préparation, et eux, l'objectif de finir un deuxième, troisième ou quatrième Vendée Globe en soi, dans leur vie de marin, d'être humain, n'est pas forcément un objectif en soi. Par contre, l'objectif, c'est de faire une perf, de faire un podium, voire de le gagner. Moi, c'est pas tout à fait mon cas. C'est mon premier Vendée Globe. Peut-être que j'aurai pas l'occasion d'en faire d'autres. Et j'ai vraiment envie d'avoir la satisfaction de me dire, voilà, la boucle est bouclée, comme on dit, et le Vendée Globe est fini dans quelques semaines, quelques mois. Alors après, l'arbitrage qui va pas être facile à trouver, c'est que je suis aussi un compétiteur et que je pars pas non plus avec l'ambition de finir 25e du Vendée Globe. Donc il va falloir trouver le bon dosage pour remplir finalement ces deux objectifs. L'objectif principal, c'est de finir, et puis le deuxième objectif, c'est de finir à la meilleure place possible. Alors, compétiteur, tu l'as dit, on l'a vu sur les dernières courses, tu étais systématiquement dans le groupe de tête. J'ai en mémoire notamment la New York Vendée, où au moment où Charlie s'échappe, tu es à quelques milles de lui, et d'ailleurs il se demande si tu vas réussir à le suivre ou pas. Comment tu vas gérer ce dosage de compétition et à quoi tu t'attends dans cette notamment descente de l'Atlantique qui risque de faire des dégâts et des écarts qu'on aura du mal à rattraper ensuite? Est-ce que tu t'attends à une descente de l'Atlantique qui sera déterminante pour le résultat sportif? Ouais, c'est difficile de. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à prédire l'avenir. En fait, je me fais pas trop de plans sur la comète. J'ai envie de faire ma course à moi et de pas me laisser influencer par les autres. Euh, Quitte à accepter par moment, si j'estime que certains mettent un rythme trop élevé, à les laisser partir devant, mais on verra bien s'ils sont jusqu'à l'arrivée. Et puis s'ils sont jusqu'à l'arrivée, bah, tant mieux à eux, et que moi, il ne faudra pas que j'ai de regrets de me dire qu'à un moment donné, mon objectif, c'était avant tout de finir, et de pas me brûler les ailes trop vite. Alors, parle-nous de ta spécialité tu l'as dit, de routage, de stratégie météo. Tu as fait la Volvo à bord de Malaysia en restant en fond de cale collé sur ton ordinateur pour assurer la stratégie et la route. Comment tu envisages cet aspect de ce Vendée Globe où il va falloir évidemment passer beaucoup de temps à cela, mais pas que, parce qu'il faudra aussi faire marcher le bateau? Ouais, bah c'est vrai que bon, déjà c'est vrai que la navigation et le routage, c'est un truc qui me plaît vraiment bien. Là, bon, bah, tout seul sur le bateau, il n'y a pas non plus que ça à faire, donc il faut trouver le bon équilibre sur le temps à accorder à ça, mais aussi à la marche du bateau, à d'éventuelles réparations techniques, le repos, s'alimenter comme il faut. Après, j'aime bien aussi faire le reste, hein, faire avancer un bateau, j'aime bien ça aussi. Mais
c'est alors après, à la question combien de temps je vais y accorder, aucune idée, parce qu'en fait, c'est pas mesurer le temps assis à la table à cartes serait pas très représentatif, parce que on peut aussi être en veille à l'extérieur, en train de régler les voiles avec les écoutes dans la main, et on a toujours nos cadrans avec des informations de direction de vent, de vitesse de vent, on peut regarder l'état de la mer, on garde un œil sur les nuages, et à entretenir cette réflexion sur quelle est la meilleure route à suivre. Donc impossible de savoir combien de temps on y passe. J'aurais presque envie de dire que c'est une réflexion qui s'arrête jamais, qu'on a 24 heures sur 24. C'est quelle est la meilleure route et comment est-ce que je peux faire pour aller un peu plus vite, quoi. Tu peux nous décrypter un petit peu le travail météo? Comment ça fonctionne avec les grandes phases d'une journée pour préparer sa stratégie et sa météo en fonction des informations que vous pouvez aller glaner Alors c'est pas facile de décrire comment on fait de la météo, parce qu'en fait il y a les grandes phases, mais au final derrière ça se passe rarement comme dans les livres. En fait, bon, déjà la première chose, c'est de récupérer des informations météo. Euh, donc il y a notamment, bon, il y a une multitude d'informations météo. Il y a ce qu'on appelle des fichiers GRIB, qui sont des fichiers de prévision de vent, des petits fichiers numériques, enfin des fichiers numériques qui peuvent être lourds, parce que quand on prend tout un océan à 15 jours d'échéance, ça commence à faire quelques mégas à télécharger. Donc on télécharge ces fichiers GRIB. On utilise aussi des cartes qu'on appelle des cartes isobariques, qui sont des cartes un petit peu mode Seconde Guerre mondiale, mais qui malgré tout sont quand même toujours très riches d'enseignements sur les événements météo à arriver, donc les dépressions, les anticyclones, ça c'est facile, mais c'est surtout les fronts chauds, fronts froids, fronts occlus, donc, qui sont dessinés sur ces cartes-là. Donc ça permet d'avoir une vue schématique de la situation vraiment en un clin d'œil. Et puis ensuite, on a plein d'autres outils, on a des images satellites, donc là qui nous donnent, donc c'est vraiment une photo de l'état présent. Donc là, c'est pas de la prévision, ça peut être qu'une photo de l'état présent ou du passé récent qu'on peut récupérer. Donc ça permet d'expliquer ou de positionner par exemple un front météorologique et de voir s'il est à la position prévue, s'il est un peu en avance, un peu en retard, à quelle vitesse il se déplace, est-ce qu'il est très actif ou pas. Euh, voilà, on peut récupérer des observations de vent, de bouées qui traînent, d'aéroports, de sémaphores près des côtes. Enfin, quand on navigue près des côtes, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. On reçoit aussi les positions des bateaux de nos concurrents. Donc, avec la position qu'on reçoit, on peut voir leur progression, donc savoir s'ils sont dans des zones où ils progressent vite ou pas. Donc, on peut éventuellement en deviner quelles conditions ils ont. Et puis, on analyse tout ça, on traite et on essaye de définir une route optimale. Alors, les logiciels sont capables de nous calculer une route optimale. Maintenant, on est obligé quand même déjà de paramétrer le calcul. C'est un petit peu plus complexe que Google Maps. Donc, il faut quand même paramétrer un petit peu le calcul. Et puis après, il faut quand même y mettre un petit peu sa sauce, parce que en fonction de la complexité des conditions, donc ça peut être du vent très faible ou du vent très fort qu'on souhaite éviter, ça peut être un état de mer qu'on souhaite éviter, ça peut être une succession de manœuvres qu'on souhaite éviter, et ben du coup on va se mettre à chercher des routes alternatives qui nous semblent plus faciles. Reste à savoir quelle est la perte, parce que si on commence à ne plus suivre la route optimale calculée par un ordinateur, ça veut dire qu'il y a sans doute notre route qu'on choisit, elle est plus optimale, donc elle est un petit peu perdante, mais de combien? De 5 minutes, de 5 heures ou de 5 jours, quoi. Donc il faut, faut travailler un petit peu à la main, j'ai envie de dire, ce tracé idéal pour trouver notre tracé. Et puis après, il y a la mise en œuvre, qui là encore, on rentre dans une sphère euh, météorologique qui est une science qui n'est pas une science exacte. Donc il faut s'adapter. Le vent n'est pas toujours comme il a été prévu. Ça peut être un petit nuage qui passe qui va modifier le vent pendant un quart d'heure, ou ça peut être une modification majeure du vent, pas du tout prévue, et au lieu de durer un quart d'heure, ça peut durer 5 heures.
sans que ce soit expliqué, sans que ce soit sur les fichiers de prévision. Donc il faut tout de suite remettre à jour. Faut déjà, en parallèle, il faut adapter le réglage des voiles, peut-être la trajectoire du bateau idéale qu'on avait définie, qu'on n'est plus capable de suivre. Et puis, il faut recogiter, savoir qu'est-ce que c'est que ce changement, combien de temps ça pourrait durer. Et puis, on remet à jour, on refait tourner les méninges pour un nouveau tour, pour essayer de retrouver cette nouvelle route idéale. C'est un Donc travail. c'est pour ça, c'est perpétuel. Et les fichiers météo sont mis à jour, certains 2 fois, certains 4 fois par jour. Donc ça veut dire qu'à chaque 2 ou 4 fois par jour, c'est reparti pour une nouvelle réflexion. Et on a plusieurs modèles météo dans ces fameux fichiers GRIB. On récupère des fichiers GRIB chez Météo France, on récupère des fichiers GRIB du Centre européen de prévision, on récupère des fichiers GRIB de la NOAA, qui est le centre de prévision américain. Donc parfois, pour le réseau de 0 heure, on peut se retrouver à analyser 3 ou 4 fichiers différents qui vont peut-être pas raconter la même histoire, et lequel va avoir raison, etc. etc. Donc ça occupe. C'est extrêmement chronophage. Et en plus, les bateaux ont aussi énormément de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer en permanence. On a l'impression de l'extérieur, tu vas me dire, toi qui as pu comparer avec la navigation de ta famille, de tes oncles et pères par exemple, que plus ça va, plus la voile est un sport d'ingénieur, vraiment qui demande un bagage météo, technique et scientifique compliqué à déployer. Ouais, alors pour répondre à ta question, la réponse est dans un documentaire extraordinaire qui a été fait sur Grand Louis, le bateau sur lequel mon papa a participé à la première Whitbread en 1973. Ils ont fait un documentaire l'année dernière pour les 50 ans, parce que c'était donc il y a 50 ans, où ils ont récupéré plein d'images d'archives et où justement ils parlent un petit peu de ce parallèle-là. Et du coup, notamment, ils ont interviewé mon père, ils m'ont interviewé moi, ils ont aussi beaucoup interviewé Sylvie Vian, qui était à bord du bateau et qui ensuite a eu donc une carrière, qui a fait beaucoup de direction de course, donc qui a toujours beaucoup suivi l'évolution des courses et des bateaux. Et c'est vrai que le parallèle là, que tu évoques est assez bien retranscrit dans ce documentaire-là, parce que tu vois effectivement déjà Grand Louis, ce bateau, c'est qui était une goélette qui à la base n'était pas vraiment taillée pour aller dans les mers du Sud. On les voit embarquer des caisses de bière sur le ponton avant le départ de chaque étape. Je crois qu'il y avait un congélo à bord, donc ils emmenaient de la viande congelée. Ils se faisaient vraiment à manger, des vrais plats du dimanche midi. Donc ça a bien évolué, pas forcément dans le bon sens pour tout. Mais effectivement, les bateaux ont beaucoup évolué et aujourd'hui, on arrive aux bateaux, aux IMOCA tels qu'on les connaît aujourd'hui. On sait comment est-ce qu'ils seront demain, je ne sais pas. Ça continue à évoluer. Mais bon, ça, c'est une évolution générale de la voile professionnelle pour le Vendée Globe, mais pour tout. C'est pareil, quand tu regardes le Figaro, quand je vois sur quel bateau il faisait la course de l'Aurore à l'époque où mon père la faisait, et que je vois les Figaro d'aujourd'hui, tu te dis, ouais, quand même, ça a sacrément changé, quoi. Et puis, tu vois, on en parle. Après, moi, c'est un avis personnel, hein, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais l'évolution n'a pas tout le temps du bon. Quand on voit les bateaux de la Coupe América aujourd'hui, alors ok, ça va à 40 nœuds près, ça va à 50 nœuds portant, mais bon, y a 4 mecs qui font que du vélo dans le bateau et qui mettent même pas la tête dehors. Bon, j'ai pas le gabarit pour, mais de toute façon, je sais pas si c'est super excitant de faire partie de ces 4 mecs-là, quoi. Alors, on va parler du bateau, justement. Raconte-nous tout simplement le bateau que toi, tu as pris en main. Quelle qualité, quel point fort, quel point faible? Alors déjà, je pense que l'histoire de ce bateau et la naissance de ce bateau est un peu rigolote, parce qu'en fait, le projet a été initié par un privé américain qui souhaitait participer à l'Ocean Race. Donc ils ont lancé la conception de ce bateau-là, dessiné par Guillaume Verdier, construit chez Carrington en Angleterre. Et en cours de projet, donc ce privé américain s'est retiré du projet. Donc il y avait une coque en carbone qui avait été construite chez Carrington dans un chantier en Angleterre et qui est restée là à l'abandon pendant quelques temps. Et suite au Vendée Globe 2020 où PRB a perdu le bateau, puisque le bateau a coulé, ils ont cherché à repartir.
avec un nouveau bateau. Donc ils ont étudié toutes les possibilités et est apparue cette opportunité de récupérer ce bateau qui était globalement construit mais qui restait quand même à finir. Donc PRB a récupéré le bateau. Entre-temps, il y avait eu des évolutions architecturales qui étaient apparues, puisque pendant le Vendée Globe 2020, on se souvient notamment de l'Occitane skippé par Armel Tripon, donc un bateau dessiné par Sam Manehar, donc, qui était le premier IMOCA SCO, donc avec une étrave large et très bananée, ce qui ne se faisait pas à l'époque, et qui a lancé une voie architecturale. Dans laquelle n'était pas du tout Holcim première version avec son privé américain à la naissance du projet. Donc il y a eu les 5 ou 6 premiers mètres du bateau qui ont été coupés, avant même que le bateau touche l'eau, et il y a une nouvelle étrave qui a été dessinée, greffée sur la coque existante, puis ensuite le bateau a été fini pour donner du coup le bateau qui est aujourd'hui dans le port des Sables d'Olonne. Alors, tu l'as mis à ta main quand même. Maintenant, ça fait plus d'un an que Ouais, tu es donc alors dessus. après le bateau a sa mise à l'eau, a participé à une route du Rhum, une Ocean Race, donc le bateau a déjà fait un tour du monde. Et moi, je me suis retrouvé skipper du bateau en septembre 2023, donc à peu près un an avant le départ, donc il y a un an, à peu près un an avant le départ du Vendée Globe. Et j'ai déjà donc participé enfin j'ai déjà traversé 4 fois l'Atlantique sur le bateau, dont 3 en course en solo. Et on a mis le bateau un petit peu à ma main, mais globalement, je pense que le bateau était déjà assez facile facile à prendre en main. Ça reste des bateaux très complexes, etc. Mais ce bateau-là, je pense que c'est un bateau qui est plutôt bien né. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, j'espère que l'avenir proche ne va pas me faire mentir. Mais je pense que c'est un bateau bien né, qui est assez polyvalent, qui n'est pas extrême ni dans un sens ni dans l'autre. C'est un bon compagnon de route, plutôt facile à prendre en main, facile à faire naviguer. Et, et les aménagements, les évolutions qu'on a fait sont plutôt à la marge de l'ergonomie, un petit peu de confort, puisque le bateau initialement était prévu pour faire de l'équipage. Enfin, initialement, les premières courses du bateau, c'était plutôt de l'équipage. L'année dernière avec l'Ocean Race, et que là, on est passé sur un mode Vendée Globe, avec une préparation spécifique au Vendée Globe. Mais ça reste plutôt à la marge, quoi. On n'a pas dégommé tout le bateau pour refaire un bateau neuf pour le Vendée Globe à ma main. Je me suis plutôt. J'ai cherché moi à essayer de m'habituer à ce qui existait plutôt d'arriver et de dire c'est pas comme ça que sont mes habitudes, donc on va tout de suite changer. J'ai déjà essayé de faire le truc dans l'ordre avant de tout casser. On a commencé à, à regarder comment c'était et à prendre le bateau en main tel qu'il était avant de se dire bon bah effectivement telle chose peut être éventuellement améliorée et mise à ma main, quoi. Mais encore une fois, ça a été plutôt à la marge. Deux problèmes quand même consécutifs de bout dehors, ça vous avez solutionné? Oui, alors ça, oui, bon là, on l'a solutionné, puis j'espère que c'est derrière nous. Bon, en fait, c'est deux problèmes. C'est un problème qu'a priori on n'a pas réussi. C'est un problème très clairement identifié, hein, tout bête, c'est qu'en fait sur la Transat CIC entre Lorient et New York, j'ai une galette d'emmagasineur de voile d'avant qui ne servait pas, qui était en position repos sur l'étrave, qui devait être mal clipsée, donc qui s'est détaché une nuit où ça secouait un petit peu. Donc avec le bruit, les mouvements du bateau, j'ai rien entendu. Et en fait, elle a tapé sur le tube du bout d'or toute la nuit. Et au petit matin, quand j'ai été faire un petit check de sécurité, voir si tout allait bien sur le pont à l'avant, j'ai découvert qu'en fait, elle avait matraqué le bout d'or toute la nuit, donc le bout d'or était plus utilisable. Il a été réparé à New York, mais malheureusement à New York, l'équipe technique, elle a fait ce qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait, parce qu'ils n'avaient pas été autorisés à voyager avec les résines avec lesquelles ils ont l'habitude de bosser. Donc ils ont récupéré des résines sur place, mais qui n'étaient pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. Et les conditions de travail, on n'avait pas mis le bateau dans un hangar au chaud et à l'abri, donc c'était sur le ponton. Un jour, il faisait 30 degrés, le lendemain, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. Donc ils ont été obligés de composer un peu avec
avec les éléments naturels, puisque du coup ça a été fait en extérieur, et malheureusement sans doute que la réparation n'a pas été bien faite à ce niveau-là, les conditions de réalisation. Donc ça a recassé à la course retour au bout du deuxième ou troisième jour de course, sans explication majeure, à part de dire ça ne devait pas être assez costaud. Donc on a un boudeur neuf, et j'espère que c'est de l'histoire ancienne. Puisqu'on parle de voile, est-ce que tu peux me raconter, avec tes talents pédagogiques, le principe des 8 voiles que vous embarquez et quelles sont les différentes stratégies possibles et celles que toi tu as choisies dans tes choix de voiles d'avant notamment? Ouais, alors la jauge IMOCA nous autorise un maximum de 8 voiles à bord. Sachant que dans les 8 voiles, on a une grand voile obligatoire, un tourmentin qui est une voile de tempête qui est obligatoire, avec une surface maximum qui lui fait 25 mètres carrés maximum. Et ensuite, donc il nous reste, si on enlève déjà ces 2 voiles-là, qui sont des incontournables, il nous reste 6 voiles, donc des voiles qu'on appelle des voiles d'avant, la grand voile on la met en arrière du mât, donc les autres voiles sont devant par défaut. Et ces 6 voiles-là, là-dessus on peut choisir où on place le curseur en termes de surface, en termes de creux évidemment, et comment est-ce qu'on les installe sur le bateau, puisque une voile pour la tenir, il faut une drisse pour l'envoyer dans le mât et une amure pour la fixer sur le pont à l'avant, et puis ensuite une écoute pour l'aborder. Et on est assez libre sur les points de fixation de drisse et d'amure sur le pont. Alors de drisse, libre, mais pas tant que ça, parce qu'en fait on utilise un mât monotype, c'est-à-dire qu'on a tous le même mât, donc les points de fixation sont tous identiques. Mais après, si j'ai envie d'avoir toutes mes voiles qui vont en tête de mât et aucune sur les points de drisse intermédiaires, c'est mon choix. Si j'ai pas envie d'utiliser un point de drisse intermédiaire, il est là dans le mât monotype, mais après c'est à moi de voir si je l'utilise ou pas. Et encore une fois, sur cette répartition, on est très libre. Donc en fait, le tourmentin, qui est la plus petite voile, la voile de tempête, fait 25 mètres carrés, et ma plus grande voile à bord, qui est le Grand Géna, qui fait 280 mètres carrés, 285 je crois. Et puis entre ces deux extrêmes, j'ai des voiles plus ou moins plates ou creuses, plus ou moins petites ou grandes, que j'utilise pour faire du près. Donc c'est plutôt des voiles plates, pas trop grandes, parce qu'en fait quand on navigue contre le vent, ça sert à rien d'avoir des voiles trop grandes. Et puis j'ai des voiles qui sont plus creuses et plus grandes quand j'ai des conditions où je suis plutôt vent arrière, poussé par le vent, où là c'est intéressant d'avoir des voiles creuses et grandes, parce que le vent nous pousse, donc plus on met de la surface et plus on met du creux, plus c'est puissant pour se faire pousser par le vent. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton choix à Ouais. toi, pour ton bateau, pour ces voiles d'avant? Alors mon choix de voile sur le Vendée Globe, si je pars de la plus grande, donc j'ai ce que j'appelle un masthead 0, qui est un grand génac, donc qui part du bout du boudeur, qui va en tête de mât. Et en plus, pour le border à l'arrière du bateau, je suis obligé de déployer ce qu'on appelle des jockey pools, qui sont des sortes de bras, de tangons, qui font 2,50 m ou 3 mètres de long, pour écarter les coudes de la coque du bateau. Et lui, il fait donc 280 mètres carrés. Donc très grand, c'est la plus grande voile du bateau, plutôt creux. Alors on fait les marioles quand il y a 10-15 nœuds de vent avec ces voiles-là, mais dès qu'il commence à y avoir 18-20 nœuds de vent, on a un peu peur, donc on range tout. Après, j'ai une voile plus petite, forcément les autres sont plus petites. La voile d'après, j'ai un Code 0, qui est une voile qui fait 220 mètres carrés, qui en gros est finalement comme ce masthead 0, sauf que elle a un point d'écoute qui est plus avancé dans le bateau, donc forcément plus petite pour réduire la surface. Et alors là, sur nos bateaux, pour tenir le mât, on a ce qu'on appelle des outriggers, qui sont des grandes barres de flèche au pont là, qui écartent les haubans, les câbles qui tiennent le mât. Et donc, pour border ce Code 0, j'ai pas besoin d'utiliser les jockey pools un peu compliqués et ennuyeux de l'arrière, parce que du coup, l'écoute elle passe directement dans le bout de l'outrigger. Donc une voile que je mets quand le vent monte et que je range le masthead 0. Et cette voile-là, je la mets de 17 nœuds de vent jusqu'à 25 à peu près.
Euh, Après, donc plus facile à utiliser, notamment, elle est un peu plus petite, donc un peu plus facile à utiliser, mais surtout parce qu'il n'y a pas les jockey pools à se farcir, à installer ou à ranger à chaque fois qu'on veut mettre la voile. Après, j'ai ce que j'appelle un J0, qui est une voile un petit peu hybride parce que elle, je peux la mettre au près, alors que les deux premières que je viens de citer, c'était uniquement pour faire du portant. Le J0, je peux le mettre au près quand il n'y a pas beaucoup de vent. Je le mets au reaching, c'est-à-dire au vent de travers, et je peux le mettre aussi au portant quand il y a du vent fort. Quand il y a trop de vent pour mettre le masthead 0 et le côte 0, je peux aussi mettre le J0 au portant. Là, moi, j'ai une petite particularité, c'est que volontairement, le J0, je ne l'ai pas fait à la surface maximum. Je l'ai fait un peu plus petit, donc il fait 172 ou 175 mètres carrés. Alors que sur la même triangulation de voile, j'aurais pu avoir une voile de 190 ou 195 mètres carrés. Mais volontairement, je ne l'ai fait pas trop grand parce que je me suis dit que dans le range d'utilisation de la voile en solitaire, et sur un parcours type Vendée Globe, je serais content d'avoir quelques mètres carrés en moins pour avoir un bateau un petit peu plus facile. Donc toutes ces trois premières voiles-là, elles s'utilisent amurées sur le bout d'or et elles montent en tête de mât. Alors mon J0 monte en tête de mât, mais sauf qu'en fait j'ai une petite rallonge là-haut parce que la voile étant plus petite, le câble monte en tête de mât mais pas la voile. Et après, ma quatrième voile de bout d'or, j'ai envie de dire, c'est donc ce que j'appelle un fro, donc qui est un petit Genac, qui est toujours amuré au bout d'or, mais qui par contre lui va pas en tête de mât, il s'arrête à l'étai de J2, donc à l'étai du génois du bateau, et lui il fait que 140 mètres carrés. Donc c'est pareil, il n'est pas surface maximale parce que c'est une voile qui est optimisée pour naviguer dans les mers du sud, quand il y a du vent fort, quand il y a de la mer un peu dégueulasse dans tous les sens et que c'est pas confortable, etc. Donc avoir volontairement une voile pas trop grande, très creuse. On l'a fait la plus creuse possible avec la technologie qu'on a utilisée pour essayer d'avoir une voile un petit peu mode 4x4 tracteur passe-partout et pas une voile plate, très fine, très performante quand tout va bien, mais finalement ingérable dès que tout va mal, quoi. Et après, j'ai mes vraies voiles de près, donc le J2 et le J3. Donc le J2, lui, fait 110, 115 mètres carrés à peu près. Donc lui, il va faire tout le Vendée Globe à poste puisqu'il est fixé sur l'étai fixe du bateau, que je ne peux pas enlever, parce que toutes les autres voiles, je les envoie, je les affale, etc. Lui, je peux le rouler, mais c'est tout. Il reste tout le temps en l'air. Donc lui, c'est principalement une voile de près, de reaching aussi de vent de travers quand il y a du vent, et de portant quand le vent est très fort et qu'on a rangé toutes les autres voiles de devant. Et après, j'ai ce qu'on appelle le J3, qui est l'équivalent d'une trinquette, d'un foc de brise, qui fait 50 mètres carrés. Et c'est pareil, donc c'est au près quand il y a du vent, au reaching quand il y a du vent aussi, et puis quand vraiment c'est très très fort au portant, on peut se retrouver aussi à naviguer sous J3. C'est un élément déterminant quand même, hein. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien que les voiles, c'est le moteur du bateau, à proprement parler. Et même là, sportivement, il y a des enjeux dans ces choix de voiles que vous faites et certains ont des bottes secrètes, certains ne veulent pas dire ce qu'ils emmènent. On se souvient des éditions du passé où un Michel Desjoyaux, un François Gabard avaient des voiles un peu comme ça, bottes secrètes. Est-ce que tu penses que là, sur cette édition, il y a des enjeux comme ça? Alors effectivement, ces choix de voile, c'est des enjeux de performance. Et comme tu le disais par le passé, il y a eu des petites bottes secrètes avec des voiles qu'on n'attendait pas forcément et on apprenait que à l'arrivée que tel bateau avait utilisé cette voile-là, un peu magique, un peu secrète. C'est toujours le cas, même si c'est un petit peu moins le cas, parce que le nombre de voiles s'est fortement réduit à bord de nos bateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a droit qu'à 8 voiles. Avant, il y a, à l'époque de Michel Desjoyaux, je ne sais pas combien c'était au moins 10, si ce n'est pas 12 voiles autorisées à bord du bateau. Donc forcément, quand tu as 12 voiles autorisées à bord du bateau, tu peux faire différentes combinaisons. Et effectivement, dans ces 12 voiles-là, tu peux avoir peut-être une ou deux petites bottes secrètes. Là, à 8 voiles à bord, c'est un peu compliqué. Donc il y a une forme quand même de convergence. Parce que quand on dit 8 voiles à bord,
Quand il y a la grand voile, tu peux difficilement t'en passer. Le tourmentin, le voile de tempête qui est obligatoire et qui est bloqué en surface à 25 mètres carrés. Le J2 qui n'est pas bloqué en surface parce qu'il y a des bateaux qui ont fait le choix d'avoir des J2 un petit peu plus petits. Moi, je suis en J2 surface max, mais il y a des bateaux qui ont des J2 un peu plus petits. Mais malgré tout, il est quand même bloqué sur son étai fixe qui tient le mât et comme on a un mât monotype, enfin bref, tu vois, tout ça fait qu'en fait, on parle de 8 voiles, mais là déjà, il y en a 3. Bon, bah, on est quand même un peu près sur des trucs qui ne sont pas très éloignés. Donc ensuite, il n'en reste plus que 5. Et puis, donc il y a quand même une forme de convergence là-dessus, même si les choix que je t'ai écrits, je sais qu'il y a certains choix, je pense qu'il n'y a que moi à les avoir faits. Le fait d'avoir fait un J0 un peu plus petit, je pense qu'on ne va pas être très nombreux à avoir ça. À tort ou à raison, honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'étais à l'aise dans ma démarche, dans ma réflexion, de partir avec ce jeu de voile. On verra, on en reparlera dans 3 mois. On verra si j'avais raison ou pas. Si je regretterais. Pas le fait d'avoir raison, après le fait de regretter ou pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vis là, aujourd'hui? Tu t'inscris en fait dans une lignée parce que tu cours sous les couleurs d'un sponsor qui a toujours été là, depuis le premier Vendée Globe, qui en a gagné déjà 2. Quelle pression, toi, ça te met? Quelle fierté aussi ça t'apporte de courir sous les couleurs de PRB, sponsor historique du Vendée Globe? Alors, ouais, c'est vrai que courir sous les couleurs de PRB, c'est pas anodin, effectivement. 100% de participation au Vendée Globe depuis le premier, 2 victoires. Donc, c'est une grande fierté. C'est pas forcément une pression supplémentaire parce que les gens qui connaissent bien le sponsoring, et c'est le cas chez PRB et chez Holcim aussi, ils ont bien compris que c'est pas en mettant le couteau sous la gorge de leur skipper que ça va mieux se passer. Donc il n'y a pas du tout de pression à ce niveau-là. Et puis la pression, je me la mets moi-même tout seul. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi pour me la mettre. Donc voilà, donc avant tout une grande fierté. Et pour l'amateur de course au large que tu es, bah, qu'est-ce que ce serait un Vendée Globe réussi? À quoi tu t'attends et qu'est-ce que tu as envie de voir comme scénario sur cette course? Euh, un Vendée Globe réussi, je trouve que ce serait évidemment la réponse facile, mais qui serait un petit peu trop réductrice, ce serait de te dire de le gagner. Mais j'ai pas envie de te répondre ça. Déjà, un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe terminé. Et un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe. Euh, un Vendée Globe, il peut se réussir à mon goût, hein, tel que je le perçois. Euh, même si c'est pas, même s'il n'y a pas de victoire au bout, même s'il n'y a pas de podium au bout, quand même réussi, mais de belle manière. Sans regret, juste de dire que j'ai navigué comme je le souhaitais à mon niveau et que bah, s'il y a des bateaux devant, c'est qu'ils ont mieux navigué que moi. Et puis s'il y a des bateaux derrière, c'est que j'ai réussi à mieux naviguer qu'eux. Mais je suis pas. Voilà, je pense que je serais déçu. Alors, bon, évidemment, s'il n'y a pas de franchissement de ligne d'arrivée, ça c'est une déception. Mais en partant du principe que la ligne d'arrivée sera franchie, je voudrais pas arriver au sable avec. Bon, alors effectivement, de toute façon, quand tu gagnes, c'est forcément une réussite, donc tu penses pas à ces choses-là. Mais à partir du moment où il n'y a pas de victoire, euh, je voudrais pas me dire, bah, en fait, j'aurais pu à ce moment-là faire les choses différemment et ça serait peut-être mieux passé d'un point de vue résultat. Voilà. C'est ça que je voudrais pas avoir à regretter. Dernière question sur ce qu'on va vivre là maintenant, ces 3 semaines de village, le chenal, l'émotion, la kermesse populaire qui est devenue le Vendée Globe. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre? Je sais pas trop quoi m'attendre à vivre parce que je l'ai jamais vécu. Alors même si j'ai déjà été à bord du bateau, mais sur la sortie du Chenal des Sables, mais quand c'est pas toi qui prends le départ, je pense que c'est pas pareil. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Euh,
j'ai pas. Je pense que le moment ouais, le moment le plus dur, c'est la séparation avec les proches, parce que c'est vrai que partir 2 mois et demi comme ça, sans voir sa femme et ses enfants, ça n'arrive pas tous les jours. Même si, comme je leur dis, ça nous est déjà arrivé, parce que j'ai déjà participé à plusieurs Ocean Race, donc c'est déjà arrivé quasiment sur des périodes aussi longues. Mais voilà, je pense qu'une fois ce que je m'imagine, c'est qu'une fois les au revoir faits à la famille, je vais être assez vite dans ma bulle et dans ma course, je pense. Eh bien, qu'elle soit belle alors. Merci beaucoup. Merci.